la question posée, faut-il isoler les patients porteurs de BMR? Je fais le pour, mais Christian va faire le contre. Le contre, le jeu est d'avoir un parti pris, donc je vais essayer de le faire avec un parti pris, bien sûr. Christian, je pense aussi. Voilà, en fait, la question en deux mots. Est-ce qu'on doit appliquer des précautions standards, autrement dit, l'amélioration de l'hygiène des mains selon, ici, vous le voyez, ce qu'on appelle les 5 moments. Elles sont peu utilisées en France, mais très largement à l'étranger, les 5 moments pour l'hygiène des mains, avec ces recommandations, donc, qui sont d'ailleurs les recommandations françaises. Ou bien, faut-il, pour certains patients, appliquer des précautions qu'on appelle complémentaires contact, schématiquement l'isolement. Donc vous les voyez, les récentes recommandations qui ont beaucoup évolué par rapport à ce qu'elles étaient il y a quelques années, en 2009. Donc qu'est-ce qu'on recommande en termes de précautions contact pour les patients porteurs de bactéries résistantes? Je n'entrerai pas dans le choix des bactéries. C'est d'abord d'insister sur les précautions standards, donc c'est le premier point, l'utilisation des solutions hydroalcooliques, et puis 2 éléments particuliers qui sont d'une part la signalisation à l'entrée de la chambre des patients et le placement de le patient dans une chambre individuelle ou le regroupement des patients. Et puis en termes d'hygiène des mains, pas de différence, seul on rajoute l'hygiène des mains en sortant de la chambre, pas de port de gants, un point important. Le port de tablier très limité aux situations de soins directs qui sont extrêmement fréquentes en réanimation et où les tabliers sont déjà utilisés. Et puis des mesures négatives qui consistent à considérer que le patient n'est pas confiné dans sa chambre, ce n'est pas le cas de la réanimation, ni de placement en fin de programme sur des plateaux techniques. Alors, on va d'abord parler des solutions hydroalcooliques et j'ai marqué des centaines de publications. Je ne les ai pas comptées là, je vous ai mis un certain nombre de données qui vous montrent ici des données d'observance. Le pourcentage d'observance de l'hygiène des mains par rapport au nombre d'occasions d'hygiène des mains. Et vous voyez que dans ces études qui sont toutes des études avant-après, eh bien on part d'un taux d'observance de l'ordre de 40%, 50% maximum, et on monte à un taux d'observance qui est de l'ordre de 60% ou au mieux de 80%. Donc on n'arrive pas à 100% avec la promotion très forte dans des stratégies multimodales d'hygiène des mains. Alors, je pense que Christian va revenir sur cette étude, qui est l'étude Mozart, l'étude multicentrique européenne. Je ne rentre pas dans les détails techniques, mais vous voyez ici qu'une stratégie très active d'implantation de l'hygiène des mains, vous la voyez en période 2 ici, voilà, eh bien, conduit à une augmentation de l'observance qui passe de 50% à 69%, puis en troisième période à 77%, qui vous montre donc ce qu'on peut obtenir en termes d'observance de l'hygiène des mains. Alors très bien, c'est une observance observée. Voilà ce que, en réalité, on relève. Alors voilà, ça c'est un travail qui a été fait où on a équipé l'ensemble d'un service de réanimation de capteurs pour savoir quelles étaient les occasions d'hygiène de main à l'entrée et à la sortie de la chambre. Et puis on a modélisé, on a simulé ce que ferait un auditeur qui passe 1 heure dans la journée dans ce service de réanimation. Vous voyez que globalement, il capte, cet auditeur, entre 0,5 et 1,7% de la totalité des occasions d'hygiène de main dans un service de réanimation. Et puis, vous voyez aussi qu'en fonction de l'heure de l'observation et de la répartition dans la journée de travail, il va observer entre 40 et 50% des personnels soignants, pas plus, donc il y en a 1 sur 2 qui n'est pas observé, et il va globalement en 1 heure observer une 50aine d'occasions d'hygiène des mains. Donc une toute petite proportion est regardée par l'étude d'observance. Deuxième élément, c'est ce qu'on appelle l'effet Hawthorne. Quand on audite dans un service, eh bien sûr, le soignant modifie son comportement. Et ça, c'est bien montré ici, où quand on des audits complètement anonymes versus des audits ouverts, vous voyez que l'observance passe de 29% quand l'audit est anonyme à 45% quand l'audit est fait de façon ouverte. Donc ces 2 raisons-là posent problème sur savoir qu'est-ce que c'est que l'observance et quelle est la réalité de l'observance. Le nombre d'opportunités d'hygiène de main en réanimation, les voilà. Quand on regarde systématiquement combien de fois par jour et par patient il y a des occasions d'hygiène de main, vous voyez que ça va de 150 à 350 occasions par jour. Une bonne partie d'entre elles étant liée à des contacts avec l'environnement, environ 50%. Et on peut essayer de calculer le nombre d'occasions d'hygiène de main qu'il faudrait faire en théorie. Et là, c'est le travail qui a été mené en France sur une petite dizaine de services de réanimation. Vous voyez ici que quand on prend les contacts, les soins invasifs et les contacts avec la peau saine, c'est environ 88 occasions d'hygiène de main par jour qui sont nécessaires. Ce qui fait 3,7 par heure, ce qui pour vous, réanimateurs, est bien sûr un faible nombre d'occasions. On pourrait monter à 7 si c'est tous les contacts, et on pourrait les doubler si c'était le contact avant et après. Alors faisons un petit calcul ensemble. Le volume d'une friction, c'est 3 millilitres. L'observance idéale, c'est 100%. La part des SHA, c'est disons 90%. Il y a quelques indications à se laver les mains.
Donc voilà l'objectif qu'on pourrait avoir de consommation de solutions hydroalcooliques en millilitres par jour et par patient, 240 millilitres par jour et par patient. C'est un chiffre très grossier, mais qui donne un ordre de grandeur de ce que devrait être la consommation. La réalité, c'est celle-ci. On n'a pas de données en France très précises, en tout cas pas très larges. Voilà ce qui se passe en France. Eh bien, quand on prend en Allemagne, quand on prend les données allemandes, données 2010, vous voyez 500 services de réanimation qui donnent leur consommation. Vous voyez que la médiane est à 83 millilitres, le 75e percentile à 105 et le 90e percentile à 140. C'est-à-dire que seulement 10% des services ont une consommation qui dépasse 140 millilitres par jour et par patient. Donc voilà, ce qu'on peut tirer de cette observation, c'est que probablement les taux d'observance qu'on voit, ils sont sans doute très largement surestimés, il y a l'effet audit, et que quand on regarde les consommations réelles, probablement on est très loin de cette observance rapportée dans la littérature de 60, 70, quelquefois 95%. Certaines publications nous disent qu'on arrive à 95%, ce qu'on a beaucoup de mal à croire. L'intérêt de la chambre seule. Alors les questions ne se posent pas beaucoup en réanimation parce qu'en France, la majorité des services sont en chambre individuelle. Ce n'est pas du tout vrai dans d'autres secteurs. Là, il y a des multiples données qui montrent que la chambre individuelle est une mesure importante pour prévenir la transmission croisée. Alors ça, c'est une étude canadienne dont vous voyez que d'être en chambre individuelle réduit le risque d'environ 35%. Ici, un travail qui n'est pas en réanimation, mais qui trouvait que quand le patient est dans la même chambre, eh bien, il a un risque d'acquisition 10 fois plus élevé que le patient de la chambre voisine. On est là dans le service de médecine ou chirurgie. Ou bien, quand on prend des études écologiques, ça c'est ici la surveillance en Allemagne par le réseau KISS en Allemagne, eh bien, vous voyez que placer le patient en chambre individuelle réduit le risque de 2/3 par rapport au patient qui est en unité ouverte. Donc la chambre seule, clairement, c'est une mesure importante. Est-ce que l'intérêt de la signalisation impacte sur l'hygiène des mains? Eh bien oui, alors là, bizarrement, il y a peu de données sur l'hygiène des mains. La méthode OMS que vous avez vue au début a un petit peu submergé le regard qu'on peut avoir sur patients isolés ou pas isolés, mais vous voyez quelques données qui vous montrent que si la signalisation n'augmente pas l'hygiène des mains en entrant dans la chambre, regardez en bas par exemple, ça c'est une étude dans le Séclin Sud-Ouest, 55% d'observance que le patient soit en précaution contact ou pas, l'observance monte après soin à 72% versus 60% à l'absence d'isolement. Alors bien sûr, je ne sais pas ce que Christian va nous dire. Est-ce qu'il faut se faire des choses pour les malades porteurs de bactéries hautement résistantes? Alors là, on est dans la situation, non pas des BMR, mais disons SARM et BLSE, mais dans la situation des malades porteurs de bactéries hautement résistantes, entérobactéries productrices de carbapénémase ou entérocoques résistants à la vancomycine. Est-ce que dans ces conditions-là, on peut appliquer des précautions standards? Clairement, les recommandations nationales ne sont pas d'appliquer des précautions standards, c'est d'appliquer des précautions beaucoup plus strictes, voire d'affecter du personnel dédié, de cohorter avec du personnel dédié. Donc vous voyez ici ces mesures très strictes qui résultent avec des chiffres faibles de taux d'ERV, de taux d'EPC. Vous voyez ici la situation épidémiologique, celle de l'ERV qu'on connaît maintenant depuis quelques années, avec une nette stabilisation de mesures très strictes et bien sûr pas des précautions standards pour contrôler la dissémination de ces souches. Alors, il y a bien sûr des éléments en faveur des précautions standards. En voici une belle étude, grande étude en Grande-Bretagne. Vous voyez l'introduction très active dans un climat politique difficile en Grande-Bretagne du contrôle du staphylocoque doré métier, qui vous montre ici qu'on introduit les solutions hydroalcooliques en 2004 et vous voyez la consommation augmenter rapidement. Et globalement, la consommation des savons plus solutions hydroalcooliques plus que doublée, triplée même en l'espace de 4 ans dans les hôpitaux britanniques, ce qui s'accompagne ici d'une réduction de 50%, de plus de 50%, des taux de bactériémie à staph doré métier dans les hôpitaux britanniques. Alors, bien évidemment, on va dire que ça, c'est le succès des précautions standards. Bien sûr, mais c'est aussi le succès d'un certain nombre de mesures. Je vous ai dit qu'il y avait une très forte incitation politique à réduire les taux de SARM, ça a été un objectif national. Et puis, d'autre part, la mise en place d'une politique de dépistage active et réglementaire en Grande-Bretagne à l'entrée dans les hôpitaux, donc la recommandation du dépistage et bien sûr de mesures particulières pour les porteurs de staphylocoque doré métier. Donc ça n'est pas qu'une stratégie d'amélioration de l'hygiène des mains. Alors j'aurais pu vous montrer des dizaines d'études. Toutes les études qu'on peut montrer en faveur ou en défaveur des précautions sont des études avant-après avec toutes les limites de ces études. En voilà une, celle-là est peut-être intéressante, bien menée. Vous voyez qu'on introduit successivement un certain nombre de mesures pour essayer de contrôler l'augmentation des taux de SARM dans ces 8 services de réanimation. On est aux États-Unis ici. Certaines mesures dont on se demande très bien si elles sont efficaces, comme de mettre les cathéters centraux avec des précautions maximales.
L'introduction des solutions hydroalcooliques, ça diminue un petit peu, mais les taux augmentent après. L'augmentation des campagnes d'hygiène des mains, et puis on commence à dépister les patients, et vous voyez ici que l'introduction au fur et à mesure des mesures, la mesure efficace, c'est l'introduction du dépistage, et donc des précautions contact appliquées aux patients porteurs de staph aureus métillaire. D'autres études, mais bon, je pense que Christian vous montrera sans doute après l'étude Mozart dont on pourra discuter par la suite. Alors, une question importante, c'est quel impact en termes de qualité des soins? Est-ce que de placer le patient en précaution contact conduit à une moins bonne qualité des soins? Et quand on dit ça, on s'appuie sur une étude de 2003, qui est l'étude de Stelfox, du JAMA, qui a été menée en cardiologie. Et le biais majeur de cette étude, qui trouve qu'il y a des effets secondaires, des effets indésirables chez les patients qui sont placés en précaution contact, c'est que les patients ne sont pas les mêmes. Alors, tout récemment, l'équipe, donc Jean Ralzar, avec le groupe Outcome, a publié ce travail dans 2 services de réanimation. C'était une étude adjacente de l'étude Iatroref. Et vous voyez donc 1150 patients, 170 avec des précautions contact. Et on compare, dans un modèle avec des ajustements multiples, on compare la survenue d'effets indésirables que vous voyez marqués ici, plus d'hypoglycémie, plus d'hyperglycémie, plus de prescription ou d'erreur de prescription d'anticoagulants du côté des patients placés en précaution contact, et puis plus de pneumopathie. Alors évidemment, quand on est porteur de SARM, on a sans doute plus de risque de faire une pneumopathie à SARM ou de BLSE. Donc ce facteur-là n'est pas un facteur très pertinent, mais en tout cas plus de complications, hypoglycémie et problème d'anticoagulants. Le problème, comme dans l'étude de Stelfox en 2003, c'est que les patients ne sont pas les mêmes. Et vous voyez, si on prend le tableau de description des patients, ben vous voyez, les différences sont très nettes. Le sexe, la chirurgie urgente, les maladies chroniques, etc., etc. Ce ne sont pas les mêmes patients qui sont porteurs de bactéries multirésistantes que les autres. Alors bien sûr, il y a eu des ajustements multiples, mais pas d'ajustement sur ce qui se passe, quand on lit bien le papier, sur ce qui se passe durant le séjour en réanimation. Les ajustements sont faits sur les données à l'entrée. Et donc, là, clairement, il y a des choses à regarder sur l'évolution des patients porteurs et non porteurs de bactéries résistantes qui pourraient expliquer qu'il y ait peut-être plus d'événements indésirables. Alors, est-ce que c'est uniquement des mesures techniques qu'il faut mettre en place? Et vous connaissez ces 2 papiers qui ont été publiés il y a maintenant 2 ans dans le New England, quasiment 2 études superposables en termes de design, toujours des études alors avant-après. Vous voyez ici que c'est 2 études, l'une avant-après à gauche, qui est l'étude chez les vétérans, l'autre à droite qui est une étude randomisée en cluster, avec 2 cibles, le SARM et les entérocoques résistants à la vancomycine, du dépistage à l'admission puis en cours de séjour, enfin en tout cas à la sortie pour la réanimation, pareil du côté de l'étude de Huskins, et puis des mesures d'hygiène particulières, hygiène des mains, précaution contact à gauche, et puis des mesures d'isolement préemptif et de précaution contact si le patient est trouvé porteur dans l'étude de Huskins. Donc globalement 2 études à peu près superposables en termes de, pas de design mais d'objectifs. Première étude, Jane, vétéran, vous voyez une réduction des acquisitions de SARM, une réduction des acquisitions de SARM en réanimation et en dehors de la réanimation. Et puis si on va plus loin, une réduction des infections à SARM, beaucoup plus importante que celle de la réduction des acquisitions. Vous voyez en haut les taux d'infection de SARM en réanimation qui baissent de 62% dans cette étude. Donc une étude positive montrant l'impact des mesures. Si on prend l'étude de Huskins, l'autre étude, qui est donc l'étude randomisée en cluster, vous voyez les taux d'importés en réanimation très élevés, 10% de SARM, 20% d'entérocoque vancouver, et aucun impact sur les taux d'acquisition de SARM et d'entérocoque. Donc une étude négative. Alors bien sûr, il y a des différences méthodologiques, je vais passer sur ces différences qui sont multiples, on pourra en discuter après. La différence essentielle à mon sens, c'est comment est-ce que l'étude a été mise en place. Dans l'étude de Huskins, l'étude négative, eh bien, il y a 2 lignes sur la façon de mettre en place les données. On apprend qu'on mesure l'observance, mais l'observance n'est pas restituée du tout aux équipes de soins, et l'observance est de 22%. 22% d'observance pour les précautions, contact pour les patients. Extrêmement faible, et en tout cas, les soignants ne sont même pas au courant de ce 22%. Quand on prend l'étude de Jane, l'étude positive, les choses sont tout à fait différentes, puisqu'on met en place une théorie multifacette avec une stratégie qui s'appelle la positive déviance, qui n'est pas développée dans ce papier, mais qui l'est dans d'autres, et qui cherche à mobiliser une équipe de soins autour d'un objectif, avec des leaders, on peut le dire rapidement comme ça, des leaders pour mobiliser l'équipe. Et clairement, à mon sens, c'est la raison principale de l'échec de l'une et du succès de l'autre étude. Alors, pour essayer de conclure sur ces mesures, est-ce qu'il y a des situations où les précautions standards, c'est-à-dire pas de précautions contact, sont justifiées? Alors, je vous propose ces différentes indications.
D'abord, si l'hygiène des mains, le taux d'hygiène des mains est très faible, ce n'est pas la peine de vouloir faire bien pour les porteurs de bactéries multirésistantes, il faut d'abord faire bien pour tous les patients. Donc hygiène de main faible, disons schématiquement, si on fait l'observance, moins de 40%, ce n'est pas la peine de se préoccuper du portage de BMR, il faut d'abord améliorer les précautions standards. Et à l'inverse, ça peut être fait dans le cas où l'hygiène des mains est très élevée, c'est-à-dire un taux d'observance avéré de plus de 80%, c'est un ordre de grandeur qu'on peut discuter. Ça se transpose en volume. Hein. Vous voyez, les volumes peu élevés ou très élevés. Les services de réanimation qui ont des consommations à plus de 150, à ma connaissance, ne sont pas très fréquents. Et puis d'autres circonstances qui tiennent à la bactérie elle-même, notamment quand les cas importés sont d'identification difficile, densité de personnel faible, densité de soins faibles, et puis des souches saprophytes ou des souches endémiques. A l'inverse, et pour terminer, si on veut mettre des précautions complémentaires en plus des précautions standards, hygiène des mains intermédiaire, la situation dans la majorité des services de réanimation, c'est-à-dire des consommations entre 80 et 150 ml jour patient, des cas importés fréquents et faciles à identifier, je pense là au SARM, d'avoir des moyens et des personnels pour mettre en place ces mesures, d'avoir bien sûr des chambres individuelles, de s'intéresser à une bactérie commensale, je n'ai pas trop le temps de développer ce point-là, et puis bien évidemment pour les souches à haut risque BHR émergentes, à ce moment-là, clairement des mesures doivent être mises en place. Donc en conclusion de cet argumentaire pour, d'abord, les précautions standards ne sont pas très différentes des précautions complémentaires contact. Vous l'avez vu, il n'y a plus beaucoup de différences par rapport à ce qu'elles étaient avant. Et bien sûr, si les précautions standards étaient correctement respectées, les précautions complémentaires ne seraient pas utiles. Deuxième élément, c'est que les audits de pratique sont nécessaires, mais donnent une image souvent favorable et très partielle de la réalité de l'observance de l'hygiène des mains, et que les consommations montrent en fait que l'observance est probablement relativement modeste dans les services de réanimation. La chambre individuelle, on a vu son intérêt, et puis on a vu aussi que la signalisation augmente l'observance de l'hygiène des mains. Il y a des effets nuisibles potentiels, mais je considère que ça n'est pas encore démontré, et je pense qu'en réanimation, l'impact de l'isolement ou des précautions complémentaires doit peu impacter sur la qualité des soins, c'est peut-être différent dans d'autres secteurs. Et puis les études associant dépistage précaution contact sont en majorité des études positives. Simplement, le point essentiel, peut-être qui n'a pas été regardé pour l'instant, en tout cas pas suffisamment, c'est que c'est les modalités de mise en œuvre qui sont importantes, autant et même peut-être plus que les mesures techniques. Je vous remercie.